Charles Duchesne, bonjour. Bonjour monsieur. Concrètement, au quotidien, dans la vie des entreprises, que recouvre exactement l'éthique des affaires selon vous? Alors je crains de n'avoir pas une définition particulière par rapport à ce qui est donné par un certain nombre d'auteurs. C'est une notion qui est en pleine évolution, dans laquelle on peut tout mettre, j'allais dire. Moi j'ai une connaissance en particulier de ce qui concerne les sujets anticorruption, mais au fil des années, on ajoute, la loi vient ajouter des obligations à la charge des entreprises, et aujourd'hui l'éthique des affaires, c'est évidemment ce qu'on appelait dans le temps la déontologie, c'est-à-dire les règles applicables à une profession déterminée, mais ça va très au-delà, puisqu'aujourd'hui l'éthique des affaires veut protéger les droits de l'homme, l'environnement, et embrasser en réalité tous les sujets éthiques qui peuvent concerner l'entreprise. Alors c'est évidemment un mouvement qui est très intéressant et qui est sans doute indispensable. La difficulté, c'est que à un moment donné, il se heurte au fait que ces valeurs universelles ne sont malheureusement pas partagées par tout le monde, et que l'entreprise se doit aussi d'être compétitive, parce que lorsque l'entreprise n'est plus compétitive, elle n'est plus. Et donc toute la difficulté, c'est de concilier ces valeurs éthiques que tout le monde souhaite partager, et puis la survie et l'existence de l'entreprise. Un socle commun pour les entreprises du monde entier, parce que voilà, c'est un peu comme frontières. Oui, j'avais l'habitude, quand je m'occupais d'anticorruption, de parler des questions d'environnement et de pollution. À quoi ça sert si tout le monde ne le fait pas, si vous voulez? Donc il faut une règle du jeu commune et respectée par tous. Donc je crois qu'il faut trouver des accords là-dessus. Et puis il faut que tout le monde joue le jeu. Il n'y a pas que l'entreprise, il n'y a pas que l'instance dirigeante qui doit être exemplaire. Tout le monde doit être exemplaire. Parce que cette volonté d'éthique et de durabilité va forcément porter des coups à la rentabilité, et donc il faut que tout le monde partage le fardeau et que chacun apporte sa contribution, que ce soit l'instance dirigeante ou le salarié qui perçoit un salaire en contrepartie de son emploi, etc. Donc c'est quelque chose d'assez délicat à mettre en œuvre. On le voit bien aujourd'hui, c'est compliqué dans le cadre international de faire respecter ces règles. Autre question. La conformité est-elle un objectif en soi, ou est-elle un outil pour atteindre un objectif plus vaste, plus ambitieux peut-être? Alors quand on est une entreprise assujettie, on a naturellement tendance à considérer que c'est une fin en soi, puisqu'on est mis en situation d'avoir à respecter la loi, et on sait qu'on peut être contrôlé et qu'on peut être sanctionné si on ne respecte pas la loi. Donc ça peut être vécu comme un objectif, comme une fin en soi. Mais je pense que c'est une mauvaise façon de concevoir les choses, parce que si on le conçoit comme ça, c'est simplement une contrainte, et c'est qu'on ne s'est pas vraiment posé la question de savoir à quoi ça pouvait servir. Je pense qu'il est très important. Les dispositions de l'article 17 de la loi n'ont pas été adoptées par hasard. Elles comportent un certain nombre de points, 8 au total, dont certains peut-être plus importants que d'autres. Je pense notamment à la cartographie des risques. Et ces dispositions légales ne sont qu'un instrument au profit d'un certain objectif, je dirais même d'une certaine idée, d'une certaine conception de l'entreprise. Donc il faut, avant de se lancer dans la mise en œuvre de ces dispositions, il faut véritablement réfléchir en se demandant ce qu'on va en faire, pourquoi, et bien articuler l'ensemble de ces mesures. Et vous parliez tout à l'heure d'éthique des affaires, je vous disais que ça recouvrait un certain nombre de domaines. Les mesures de conformité prévues par l'article 17 de la loi Sapin 2 peuvent permettre d'atteindre de nombreux autres objectifs que les objectifs anticorruption. Donc je crois qu'il est très important, avant de mettre en œuvre ces dispositifs, de bien comprendre à quoi ça peut servir, à quoi ça doit servir, parce que si c'est mis en place de façon totalement figée, ça n'évoluera pas, et ça ne servira à rien en réalité. Enfin, dernière question. Après plusieurs années passées à la tête de l'AFA, et à l'aune d'ailleurs de l'expérience acquise auprès de tous les acteurs, quels sont les conseils, peut-être les deux principaux conseils que vous donneriez aux entreprises? Alors le premier que je leur donnerais, mais je n'ai pas besoin de le faire parce que ça fait partie de leur nature, c'est de prendre leurs responsabilités. Et le deuxième, c'est lorsqu'elles prennent leurs responsabilités, de garder des traces
des raisons pour lesquelles elles les ont prises et pourquoi elles les ont prises de cette façon-là. En un mot, il faut que les choses soient traçables, auditables. Face à l'immensité des obligations posées par la loi Sapin II, immensité dans le nombre d'obligations à mettre en œuvre, mais également dans les champs que peuvent recouvrir ces obligations, l'entreprise va devoir faire des choix. On ne peut pas tout faire du jour au lendemain, immédiatement, et arriver à un résultat parfait. D'ailleurs, le résultat parfait en la matière n'existe probablement pas. Donc l'entreprise va devoir se poser des questions. Alors le début, il s'impose, c'est la cartographie des risques. On ne peut pas commencer autrement que par la cartographie des risques. Mais ensuite, il faut que l'entreprise, il ne s'agit pas de cocher des cases, de noircir du papier. Il ne s'agit pas d'être exhaustif, parce que finalement être exhaustif, ça reviendrait à ne rien traiter. Quand on veut faire de tout une priorité, finalement on ne traite rien. Donc quels sont véritablement les risques de l'entreprise ? Et c'est là que l'entreprise doit prendre ses responsabilités. Il ne s'agit pas de faire plaisir à la loi ou de faire plaisir à l'AFA en établissant des documents formatés qu'on aura empruntés aux voisins. Il s'agit de faire du sur-mesure. Il n'y a pas de prêt-à-porter en la matière, c'est du sur-mesure. Et si un risque est marginal, eh bien on l'oublie. On ne va pas perdre son temps à faire des développements, à mettre en place des procédures sur des risques qui n'existent pas ou si peu souvent que finalement ce qu'on fait ne servira à rien, que les procédures qui seront établies ne seront pas maintenues, c'est-à-dire mises à jour et finalement ne serviront à rien. Donc les deux conseils, c'est prenez vos responsabilités, faites des choix, dites pourquoi, parce que lorsque vous êtes contrôlé, vous aurez à justifier des raisons pour lesquelles vous avez fait ces choix, mais ni la loi ni l'AFA ne vous imposent véritablement une méthode, même si l'AFA émet des recommandations, mais elle n'impose pas une méthode, et surtout, elle n'impose pas la profondeur avec laquelle vous devez rentrer dans cette méthode. C'est à l'entreprise de faire ses choix, et c'est à elle de pouvoir, le moment venu, expliquer pourquoi elle a privilégié tel point au détriment de tel autre. Et je pense qu'elle aura forcément raison, parce que personne ne connaît mieux qu'elle ses propres préoccupations. Merci Charles Duchesne pour cet échange. Merci à vous.